Je vous remercie pour votre présence à ce webinaire organisé par l'Association des alumni HEC Lausanne et tiens à remercier en particulier nos membres cotisants et nos partenaires qui rendent cet événement possible. Comme vous le savez certainement, nous avons enfin repris certaines de nos activités en présentiel, mais tenons à garder ces rencontres en ligne comme aujourd'hui afin de vous permettre de participer où que vous soyez dans le monde sans qu'on ait à contrôler vos passe Covid et quel que soit l'état des rails entre Morges et Alamand. Voilà. Avant de passer la parole à notre intervenant, je tiens à vous informer que cette conférence est enregistrée pour nos archives. Et pour le bon déroulement, je vous prie de rester en silencieux, donc mute, et vous pouvez envoyer vos questions en tout temps via la messagerie chat en les adressant à modératrice alumni HEC. Voilà, vous l'avez écrit ici. Et ma collègue Candice Richardet se fera un plaisir de les poser à notre intervenant à la fin de cette conférence. Voilà, les points logistiques étant réglés, je vous prie de vous mettre en silencieux et passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir Alexander Spielmann, spécialiste senior en solutions de prévoyance chez Vontobel et titulaire d'un master en droit de l'Université de Fribourg. Monsieur Spielmann travaille dans le secteur de la prévoyance depuis de nombreuses années et grâce à ses connaissances approfondies dans la prévoyance suisse, il est en mesure d'élaborer des solutions complètes et personnalisées pour la prévoyance tant professionnelle que privée, même dans des situations de prévoyance complexes. Aujourd'hui, il nous parlera plus précisément de la prévoyance dans les nouveaux modèles de famille, tels que le concubinat, les familles recomposées, etc. Et il nous aiguillera sur comment faire les bons choix pour répondre à ces besoins futurs, sachant qu'il n'est jamais trop tôt pour y penser, probablement ni trop tard. Je profite de l'opportunité de remercier à nouveau la Banque Vontobel pour leur partenariat avec l'Association des alumni HEC Lausanne, non seulement pour leur soutien financier, évidemment, mais également pour leur partage d'expertise à travers cette conférence. On en a aussi eu une au printemps sur les mégatrends, ainsi que leur offre exclusive pour nos membres sur leurs produits Volt Invest et Volt 3A à des tarifs extrêmement avantageux. Sans plus attendre, je vais maintenant passer la parole à Yassine Ben Hamida, qui est le Executive Director en charge du Digital Wealth Management à la Banque Vontobel, qui nous fera une rapide introduction sur le thème du jour. Je vous remercie. Bonjour. Alors, très rapidement, mon nom est Yassine Ben Hamida. Je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue chez Vontobel. Aujourd'hui, on vous reçoit depuis les salons de Lausanne, où il y a une magnifique brume qui s'est installée sur le lac. Et j'ai donc le plaisir de vous présenter et de vous introduire Alexander Spielmann, qui va vous parler du sujet de la prévoyance. N'hésitez pas pour toute question et on sera heureux à la fin de peut-être vous rajouter quelques mots sur le troisième pilier qui a été mentionné juste à l'instant, le Volt 3A, qui est une solution de prévoyance que nous avons développée, digitale et offerte à tous les membres de l'association à un prix spécial. Je passe sans attendre la parole à Alexander et je vous souhaite une très bonne séance. Merci. Merci Yassine. Aussi de ma part, je souhaite la cordiale bienvenue à cette séance. Comme le titre l'indique bien, on va parler prévoyance, on va parler concubinat, on va parler famille recomposée, mais je vais quand même essayer d'aborder le sujet de la prévoyance de manière un tout petit peu plus globale, notamment parler aussi un petit peu des défis irrelatifs et évidemment aussi des solutions qu'on pourrait y apporter pour remédier à certaines lacunes du système. Sans plus attendre, on plonge. Si j'ai bien fait mon travail à la fin de cette séance, vous devriez être sensibilisés aux solutions de prévoyance et à notre approche du sujet. Vous devriez comprendre un petit peu mieux quels sont les défis actuels dans le secteur de la prévoyance et notre approche de conseil. Et pour finir, vous pourriez peut-être même identifier vos propres besoins et identifier aussi un certain nombre de solutions
si vous arrivez à identifier des lacunes ou des problèmes par rapport au sujet de la prévoyance. Lorsqu'on parle prévoyance, c'est rarement un sujet esseulé. Il s'agit évidemment dans les avoirs de prévoyance, très souvent, lorsqu'on arrive à un certain âge, de la partie la plus importante du patrimoine personnel. Et autour de la question de la prévoyance tournent aussi les sujets comme évidemment les impôts, des questions sur la succession, des questions sur le logement et évidemment les questions sur le patrimoine en général et la gestion de ce patrimoine. Tout au long de notre vie, il peut y avoir des événements essentiels qui peuvent nous amener à nous repositionner, à nous poser certaines questions, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau professionnel, la carrière, peut-être un achat ou une vente de société, au niveau de la famille, éventuellement des avances sur héritage. Et lorsqu'on arrive aux alentours des 64-65 ans, la question de la retraite, que faire après, comment s'organiser pour après, rente, capital, pour finir l'abandon de l'activité lucrative et la planification pour la phase après retraite. Donc, comme vous le voyez là sur ce graphique, c'est un graphique relativement typique. Donc, c'est la ligne noire qui constitue le revenu, donc qui normalement croît tout au long de l'activité professionnelle. Le coût de la vie qui augmente aussi, qui commence à diminuer après la retraite et qui a tendance à augmenter à nouveau lorsqu'on arrive à un certain âge, notamment pour des raisons de santé. Donc, tout un nombre d'aspects dont il faut tenir compte qui peuvent nous amener à devoir faire des choix et peut-être aussi, pour pouvoir faire les bons choix, d'appeler à l'aide et demander un soutien professionnel. Au début de cette séance, j'aimerais vous poser une question à laquelle vous pouvez peut-être réfléchir tout au long des minutes qui suivent. Je vous donnerai la réponse en fin de présentation. À votre avis, quelle est la différence lorsqu'un jeune de 30 ans verse le montant maximal du pilier 3, donc actuellement les 6 826 francs, pendant 35 ans, soit sur un compte 3A avec un taux d'intérêt moyen de 0,2%, soit dans un dépôt géré avec un rendement moyen de 3,7% par année. Donc, quelle est la différence en francs suisses? La réponse suivra. J'aimerais plonger dans le vif du sujet avec un exemple. C'est un exemple concret, c'est un exemple réel sur lequel que j'ai pu accompagner dernièrement. Il s'agit d'un couple, une femme de 46 ans, un homme de 47 ans. Ils sont en cohabitation depuis 2010, donc non mariés, et ils sont locataires. Madame est propriétaire de sa propre SA, elle est dans le domaine du conseil, elle touche un salaire brut de 200 000 francs, elle se paye un dividende de 500 000 francs, donc une affaire qui tourne plutôt bien, et elle est actionnaire majoritaire ou seule, sauf erreur, de sa société. Monsieur est employé dans une compagnie d'assurance avec un salaire brut de 120 000 francs et des revenus de titres donc sur son portefeuille investi à hauteur de 20 000 francs. Ils sont locataires actuellement, mais un achat immobilier est planifié. Donc, ça, c'est la situation de départ à laquelle nous avons été confrontés. J'y reviens avec des exemples et je soulèverai un certain nombre de questions par rapport à ça. D'abord, parlons un petit peu des défis. Les défis, notamment au niveau de la prévoyance professionnelle aujourd'hui, sont nombreux et probablement la plupart d'entre vous, on entend parler très régulièrement à travers les médias ou les publications sur Internet ou dans les journaux. Donc, on a effectivement un problème de système. Donc, notre prévoyance de 3 piliers, au fur et à mesure, atteint certaines limites du point de vue systématique, du point de vue de la structuration de toute la prévoyance, mais qui est aussi due à l'évolution de la société. L'évolution de la société, notamment aussi par rapport
au fait que nous devenons de plus en plus vieux, que nous vivons de plus en plus longtemps et que nous voulons toucher une rente beaucoup plus longtemps que ce qui était le cas avant, et donc qui mène au problème du cross-financing, donc le subventionnement croisé entre les jeunes vers les plus âgés, le fait que les rendements sur les marchés sont bien différents aujourd'hui, notamment lorsqu'on veut des placements sûrs. Donc, je parle évidemment des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas, qui met les portfolio managers devant des challenges assez importants. Donc, le risk-free investment est quasi inexistant aujourd'hui. Donc, la question comment atteindre un certain rendement sans pour autant devoir prendre trop de risques. Et lorsqu'on parle rendement, le fait du subventionnement croisé est aussi que les rendements, en général, qu'on puisse atteindre sur les marchés, donc le troisième cotisant, n'aboutissent pas là où ils devraient, à savoir n'aboutissent pas chez les assurés, mais en général aboutissent dans des pots, dans des réserves, dans des réserves pour financer notamment les taux de conversion en rente qui, nous le savons, sont trop élevés aujourd'hui. Et pour remédier à ça, il faut mettre en place un certain nombre de systèmes, un certain nombre de solutions, et privilégiés sont ceux qui ne sont pas employés. Plus on est indépendant au niveau de sa profession, plus on a aussi de possibilités de remédier à ce genre de problème. Mais pas seulement ces personnes-là, on le verra. Donc, pour les défis, ces défis touchent évidemment un certain nombre de domaines. Donc, touchent le droit, touchent les impôts, le logement, les successions, le patrimoine en général et la prévoyance. Je vais évidemment me concentrer sur le sujet de la prévoyance professionnelle et privée, mais je vais quand même toucher ci et là aux autres questions parce que je l'ai dit au début, la prévoyance de manière esselée ne fait pas beaucoup de sens et elle a toujours des implications évidemment à gauche et à droite sur d'autres sujets. Le concubinat, qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce que c'est surtout d'un point de vue légal? Donc, on parle d'une union libre, on parle d'une cohabitation sans certificat de mariage, avec un caractère fondamentalement exclusif et une composante même spirituelle, mentale, physique et économique. Donc, il s'agit surtout du soutien mutuel. Un concubinage d'un point de vue juridique est constitué après avoir vécu dans un même ménage depuis 5 ans. Il peut être dissous de manière informelle à tout moment. Pas qu'un mariage ne puisse pas être dissous, mais c'est quand même beaucoup plus formel ou formaliste. Et il s'agit donc d'un comité de vie, de table et de sexe. La différence, et ça c'est important avec le partenariat enregistré, c'est que l'enregistrement du partenariat de 2 personnes, il s'agit d'un enregistrement d'un partenariat de deux personnes du même sexe. Donc, si les critères mentionnés dans le cadre bleu sont remplis, on parle effectivement d'un concubinage qualifié. Ceci pour situer un peu la base. Bref, brièvement, sur le modèle de prévoyance suisse, il est constitué de 3 piliers. La plupart d'entre vous le savent. Le premier pilier étatique, on n'y touche pas pendant cette présentation-là. Et d'ailleurs, il y a très peu de manières de l'influencer. Et aussi les conséquences pour un couple marié ou un couple non marié sont négligeables. Pour le deuxième pilier, évidemment, on parle de la prévoyance professionnelle et là, subdivisée en la partie obligatoire et la partie surobligatoire. Et on parle aussi de libre passage. Donc, tout ça touche au deuxième pilier. Et pour finir, le troisième pilier qui prend une importance de plus en plus grande, donc la prévoyance privée, facultative, et là on parle surtout du domaine du pilier 3A. La prévoyance aujourd'hui signifie aussi de plus en plus de prendre ses propres responsabilités. Nous l'avons vu et nous le voyons aussi sur ce graphe. La
la probabilité qu'on puisse subvenir à ses besoins de manière suffisante après la retraite, à travers le premier et le deuxième pilier, n'est pas donnée. Donc, l'objectif de la prévoyance statutaire des prestations du premier et deuxième pilier vise à assurer 60% des revenus. Plus les derniers salaires ou les derniers salaires moyens sont élevés, plus l'écart entre cet objectif et la réalité devient grand. Donc, pour remplir cette faille, il faut avoir recours au troisième pilier ou à la prévoyance privée. Voilà. Le deuxième pilier, je viens là-dessus parce que c'est important aussi, notamment pour les nouveaux modèles familiaux. Il y a une loi. Donc, la LPP dit clairement que les bénéficiaires d'une rente, les bénéficiaires des avoirs de prévoyance peuvent être prévus dans les règlements, non seulement le mari ou la femme, mais aussi les personnes à charge d'un défunt, la personne qui a formé avec ces derniers une communauté de vie, et où il y avait effectivement cette composante de soutien mutuel, y compris évidemment aussi les enfants. Donc là, on est clairement dans un état de concubinage. Donc, les concubins aujourd'hui, à partir du moment où il s'agit d'un concubinage qualifié, ont les mêmes droits au niveau des bénéfices de rente qu'un couple marié. Je reviens sur un état plutôt, ou sur une question plutôt généralisée. Donc, si on regarde le monde de la prévoyance aujourd'hui, le modèle classique est celui qu'on voit ici. Donc, c'est une caisse de pension qui englobe la prévoyance surobligatoire, la partie noire, et la prévoyance obligatoire. Donc, la prévoyance obligatoire, ça veut dire les prestations de risque et l'épargne sur le salaire dit LPP, donc sur le salaire jusqu'à 68 000 francs. Tout ce qui est cotisé pour les salaires au-delà de 68 000 francs, là on parle de la partie surobligatoire. Ici, on est dans le cas de figure d'une caisse de pension enveloppante, donc obligatoire et surobligatoire, et on est exposé directement au problème que j'ai mentionné avant, à savoir le subventionnement croisé. Que faire? Il y a la possibilité de séparer l'obligatoire et le surobligatoire. Donc, on l'a dit, la partie obligatoire qui commence avec des composantes salariales de 25 000 francs et qui va jusqu'à 86 000 francs, et la partie surobligatoire à partir de 86 000 francs, ou alors une limite encore supérieure, les 129 000 francs, quand on parle d'un plan 1E. Donc, une prévoyance encore beaucoup plus individualisée. Donc, la possibilité de séparer obligatoire et surobligatoire. C'est une possibilité qui est donnée de manière générale, mais qui n'est évidemment pas accessible à toute personne. Lorsque vous êtes employé dans une société d'assurance, par exemple, et que la société d'assurance a un prestataire de prévoyance qui a la solution comme nous la voyons à gauche, vous n'avez évidemment pas cette possibilité-là. J'y reviens. Je reviens à notre couple. L'exemple, nous avons Madame propriétaire, Monsieur employé. Nous l'avons vu avant, donc les revenus, vous les voyez. Madame a fait un rachat dans sa caisse de pension à hauteur de 100 000 francs et elle cotise aussi dans un troisième pilier à hauteur de la somme maximale de 6 826 francs par année. La charge fiscale sur ces revenus est aujourd'hui de 105 000 francs. Et du côté de monsieur, qui a son salaire assuré et la charge fiscale sur le revenu, maintenant je ne le vois pas derrière l'écran, excusez-moi, la charge fiscale se monte aujourd'hui à 18 000 francs. Donc une charge fiscale totale pour ce couple en concubinage se monte à 124 000 francs. Donc la question à laquelle j'ai été confronté, c'est comment
est-ce qu'on pourrait optimiser cette situation tout en sachant qu'il s'agit effectivement d'un couple vivant en concubinage et sur la base des données que vous voyez là. Il faut dire encore que Madame est assurée dans une caisse de pension comme nous l'avons vu, donc dans une enveloppante et avec un plan de prévoyance minimal. Voilà. L'assurance complète, vous la voyez, donc un salaire assuré de 200 000 francs, ce qui mène à une contribution d'épargne de 40 000 francs et avec un potentiel de rachat qui reste encore aujourd'hui à 100 000 francs. Qu'est-ce qu'on a fait? On a effectivement procédé à cette séparation entre la partie obligatoire et la partie de la surobligatoire en constituant une affiliation à une caisse 1E, donc prévoyance pour cadre, et on a changé aussi sa façon de se verser dividendes et salaires. Nous l'avons vu, avant, elle touchait un dividende de 500 000 et un salaire de 200 000. On lui a conseillé de changer ça et de se verser un salaire à hauteur de 500 000 francs et de réduire le dividende à 200 000 francs. Ça peut paraître bizarre parce que c'est dire plus le salaire est élevé, plus les impôts sont élevés. C'est vrai, mais ça ouvre aussi un certain nombre de possibilités. Ici, maintenant, on a mis la contribution à l'épargne à un maximum de 25%, donc elle contribue beaucoup plus que ce qu'elle a pu contribuer avant. Elle a un avoir de vieillesse projeté qui est nettement supérieur à celui qu'elle avait avant. Les frais sont plus élevés, mais c'est surtout dû aux cotisations d'épargne. Et elle a maintenant un potentiel de rachat qui passe de 100 000 à 3 millions. Donc, qui ouvre de nouveau des possibilités importantes aussi d'un point de vue fiscal. Donc, la situation nouvelle est, comme je l'ai dit, un revenu de 500 000 francs, un dividende de 200 000 francs. Elle va faire un premier achat à hauteur de 300 000 francs, entièrement déductible des impôts. Le troisième pilier est inchangé. Et ça mène maintenant à une charge fiscale sur le revenu de 42 000 francs. Une charge totale de 48 554 francs parce que monsieur aussi, on lui a conseillé de faire un rachat. Donc là, de nouveau, déductible pleinement de ses impôts. Et on aboutit à une différence de charge fiscale à hauteur de 75 000 francs. C'est une vision évidemment ponctuelle, donc pour cette année, mais cette possibilité de faire des rachats, toujours évidemment en fonction des revenus qu'on puisse avoir ou de l'épargne qu'on puisse déjà avoir à ce moment-là, est aussi une vision beaucoup plus long terme. Donc, Madame, nous l'avons vu, un potentiel de rachat de 3 millions, donc ça laisse encore pas mal de possibilités pour les années à venir. Les rachats volontaires, je l'ai mentionné, c'est très important de les situer de plusieurs points de vue. Donc, il y a toujours des limitations d'un point de vue juridique au niveau de la prévoyance et de la fiscalité. Lorsque vous faites les trois dernières années, par exemple, avant la retraite, vous ne pouvez plus faire de rachat. Donc, vous avez cette période de blocage. Il y a encore aujourd'hui un certain nombre de caisses de pension qui ne séparent pas les rachats du reste des avoirs de vieillesse. Et c'est les rachats volontaires qui ont été versés ne sont pas distribués aux bénéficiaires. Un problème, effectivement. Donc, si quelqu'un est dans une caisse de pension de ce genre-là, mieux vaut être très restrictif au niveau des rachats, puisque les rachats restent à la caisse de pension et ne vont pas aux bénéficiaires. Très important aussi à analyser, c'est la qualité de la caisse de pension à laquelle on est affilié. Il y a pour ça un certain nombre de critères de qualité, comme le taux d'intérêt technique. Plus il est élevé, plus cette caisse est à risque. Le taux de conversion en rente, pour la base, évidemment, il n'y a pas moyen de
différer, mais pour tout ce qui est obligatoire, les caisses sont en général libres de dire, libres de baisser le taux de conversion. Et pour finir, et ça c'est très important, le rapport entre les assurés actifs et les rentiers, de nouveau le mot-clé subventionnement croisé. Et pour finir, il y a aussi évidemment la question du retrait pour l'encouragement à la propriété de logement. Donc, si vous avez fait déjà ce genre de retrait pour financer un bien immobilier, cette avance doit être restituée avant que vous puissiez faire les rachats. Donc, d'abord rembourser et ensuite racheter. La question sur la rente ou le capital, quels sont les avantages et les désavantages? Évidemment, la plupart d'entre vous ou d'entre nous pouvons choisir. Et quelle est la façon juste? C'est très, très individuel. Donc, impossible de donner une réponse claire. Pour moi, c'est clair. Moi, je ne voudrais probablement jamais une rente. En tout cas, c'est ma vision aujourd'hui. Je prendrai le capital et j'essaierai d'en faire ce que je sais faire le mieux, donc le gérer comme il faut. Mais pour d'autres personnes, ce ne sera peut-être pas la bonne solution. Et vous le voyez sur cette page, je ne lirai pas tout, mais évidemment, pour moi, un des plus grands risques pour la rente, c'est de nouveau le cas de figure où je décède avant terme. Hein. Si je décède, disons, 3 ans après la retraite, mon épouse touchera encore 60% et le reste en rente d'épouse, et le reste de la rente reste de nouveau auprès de la caisse de pension. Il y a le fait que si vous prenez un capital, vous vous protégez contre l'inflation grâce à un investissement optimal. Donc, de nouveau, c'est vous qui devez prendre l'initiative à ce niveau-là. Avec la rente, vous avez un flux de trésorerie régulier pour couvrir les dépenses. Évidemment, on sait chaque année ce qui vient et on peut organiser sa vie par rapport à ça. D'un point de vue fiscal, la rente est imposée à 100% comme un revenu. Donc, c'est en général un tout petit peu plus lourd que le capital. Le capital est taxé une fois à la sortie de l'institution de prévoyance et il est taxé à un tarif préférentiel. Donc, si cette question se pose, ça vaut la peine évidemment aussi de se faire conseiller, de faire une analyse de votre situation et, fiscale et familiale. Ce qui est important à savoir, certaines caisses sont très restrictives par rapport au délai d'annonce pour le retrait en capital. Donc, il ne faut surtout pas manquer ce délai. C'est une information qui se trouve dans les règlements de la caisse en question. Mais en général, un appel téléphonique ou un mail à la personne en charge sera probablement la réponse la plus rapide. La prévoyance privée. De nouveau, je reviens à notre couple. Monsieur et Madame exemple. Madame a aujourd'hui un compte auprès de sa banque société qui détient aujourd'hui 80 000 francs en versement pilier 3A. Monsieur a également constitué un pilier 3A et a versé aujourd'hui une somme totale de 100 000 francs. Les thèmes principaux ici sont évidemment le compte 3A à taux d'intérêt très bas, donc c'est entre 0,1 et 0,2% d'intérêt annuel pour l'instant. Donc, on cherche à augmenter le rendement avec, par exemple, un Fundable 3A ou une solution titre qui peut être évidemment aussi obtenue à travers la banque société. Il faut songer au règlement de l'ordre des bénéficiaires, une question très, très importante. Vous avez d'une part la succession légale, mais au niveau du règlement de l'ordre des bénéficiaires, du troisième pilier et du deuxième pilier aussi au niveau du libre passage, vous avez un certain nombre de libertés et c'est très important, notamment pour les familles recomposées, notamment si vous avez des enfants d'âge très différents, si vous avez par exemple des enfants d'un premier mariage qui ont déjà passé les 25 ans et encore une fois des enfants dans un deuxième mariage qui ont moins de 18 ans ou moins de 25 ans,
c'est très important de régler l'ordre des bénéficiaires aussi par rapport à ces enfants-là pour qu'il n'y ait pas des avantages pour les enfants majeurs. Et évidemment, la recommandation aussi d'ouvrir un deuxième ou un troisième compte 3A afin de pouvoir échelonner les retraits à venir. J'y reviendrai lorsqu'on parlera un peu plus de fiscalité. La prévoyance signifie de plus en plus de prendre ses propres responsabilités. Oui, c'est vrai, et on voit sur ce graphique que c'est déjà le cas aujourd'hui. Donc, la prévoyance privée aujourd'hui constitue déjà presque 40% de la prévoyance en général, donc des avoirs de prévoyance lors de la retraite. Et on attend que la retraite en l'an 2045, on dépassera les 50% au niveau de la prévoyance privée. Donc, le problème de l'insuffisance du premier et du deuxième pilier a été clairement reconnu et la plupart d'entre nous y remédient à travers la prévoyance privée. Je reviens à la petite question posée en début de présentation. Donc, qu'est-ce qui est plus lucratif? Je crois que cette question, on peut y répondre facilement. Mais quelle est la différence finalement entre un 0,2 par année et un 3,7 par année? 3,7 par année, ce n'est pas un chiffre pris au hasard, mais c'est le rendement moyen d'un portefeuille titre avec environ 45 à 50% en actions sur les 20 dernières années. Donc, on parle d'un 3,7%. Et où est-ce qu'on aboutit? On aboutit à une différence en francs suisses de 226 000 francs. Et ça, avec des versements chaque année, le versement maximal dans le pilier 3A chaque année. Donc, c'est une somme vraiment importante. Elle devient encore plus importante si l'on prend en considération le réinvestissement des économies d'impôt, parce que vous faites chaque année une économie d'impôt avec le versement du troisième pilier, entièrement déductible de votre déclaration d'impôt. Et voilà, en plus de la Lamborghini, vous rajoutez la roulotte Ultralux. Donc, la différence monte maintenant à 368 000 francs. Donc, c'est énorme. Donc, il faut vraiment tenir compte de ça. Donc, les intérêts et Zins und Zinseszins, on dit en allemand. Je ne sais pas comment on appelle le Zinseszins en français. Donc, le pilier 3A, je fais une petite page pub pour le portefeuille Volt ou la solution Volt 3A. Donc, il s'agit bien d'un produit Fontobel, un produit entièrement digitalisé et qui vous permet de vraiment prendre vos propres responsabilités de manière très simple, très efficace et en plus très cool. Je suis moi-même client 3A et je dois dire que la solution mise en place est extraordinaire et les rendements sont top. Et les frais, vous le voyez aussi sur cette page-là, les frais forfaitaires de 0,04% par mois ou 0,48 par année sont vraiment attractifs. Voilà, quand on parle prévoyance, il faut, même si ce n'est pas drôle, parler impôt. Parce que là aussi, les compositions familiales, concubinage contre le mariage, il peut y avoir des différences assez majeures. Donc, quelles sont les différences fiscales par rapport au mariage? Est-ce qu'une dissolution échelonnée des avoirs de prévoyance est-elle judicieuse? C'est une question très importante. Et comment est taxé un héritage ou un don réciproque pour un couple marié ou aussi pour un couple vivant en concubinage. Monsieur et Madame exemple nous reviennent et nous l'avons vu, leur charge fiscale actuelle est de 48 000 francs dans le cas de figure d'un concubinage. Qu'est-ce qui se passe maintenant si ces époux se marient? Évidemment, nous le savons, il y a pénalité de mariage. On en parle aussi depuis longtemps, autant au niveau politique que dans les autorités fiscales. Évidemment, cette petite différence de 3 000 francs peut sembler
négligeable, mais ça constitue quand même un certain nombre de jours de vacances. Et ne prenez pas mes propos comme une invitation à divorcer. Je suis moi-même marié depuis 17 ans. Oui, ça fait mal de temps en temps lorsque la facture arrive, mais en fin de compte, les avantages, à mes yeux du moins, sont évidemment clairement visibles et je suis heureux d'être marié. L'échelonnement des retraits d'avoir de prévoyance, de nouveau un autre sujet. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que si vous accumulez du capital au fur et à mesure des années, vous avez un pilier 3, vous avez peut-être un libre passage quelque part ou encore vos avoirs de prévoyance dans une caisse de retraite. Songez vraiment à échelonner ces retraits et ne prenez pas tout en même temps. Nous l'avons ici pour le couple en question. Donc, il y a 2 piliers 3 à prendre en 2031-2032. Il y a un retrait partiel de capital de la caisse de pension à faire, ici à hauteur de 1 million, et un second dans l'année qui vient, qui mène à une charge fiscale, du moins pour le canton de Zurich, de 334 000 francs. De nouveau, pour le cas de figure du retrait échelonné. Si vous prenez tout ça à la fois, donc tout en 2034, à savoir l'âge de la retraite, pour l'exemple en question, capital caisse de pension 2000 plus 250 en troisième pilier, la charge fiscale augmente à 489 000 francs et des poussières. Donc là, très important de vraiment s'organiser, de faire une planification par rapport à ça et aussi de peut-être demander conseil à des spécialistes pour savoir quelle est la meilleure façon de faire par rapport à votre situation personnelle. Impôt sur les successions et les donations. Donc, à gauche, le couple non marié en concubinage, et à droite, le couple marié qui veulent se faire des donations du vivant ou qui parlent aussi songe à qu'est-ce qui se passe après mon décès. Donc, pour le couple vivant en concubinage, là, pour une fois, il y a des avantages parce que les successions et les donations sont taxées entre 12 et 36% en fonction de la situation. Et pour le couple marié, évidemment, il y a exemption d'impôt. Pour le couple vivant en concubinage, il y a certaines solutions. Il y a une solution possible et celle de l'assurance vie, où on peut constituer le partenaire comme bénéficiaire. Et là, la succession, la passation d'une police d'assurance vie est aussi taxée, mais elle est taxée à un taux très, très avantageux. Donc, là aussi, un certain nombre de questions à se poser, que ce soit pour le concubinage ou la famille recomposée, enfant, pas d'enfant, il y a toujours lieu de se poser des questions par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passe le jour où je ne serai plus? Et donc, plus votre situation est complexe, plus je vous conseille évidemment aussi de faire appel à des spécialistes qui peuvent vous aider à répondre à ces questions. Mes conclusions. Les questions et au niveau de la prévoyance et tous les domaines qui touchent autour sont souvent très diverses et complexes. La sécurité financière au profit du partenaire fait défaut et un conseil précoce individuel crée un sentiment de responsabilité envers le partenaire. L'offre privée prend de plus en plus d'importance. L'offre privée, là il y a une faute de frappe, c'est la prévoyance privée évidemment, pas l'offre. Désolé. Donc, une approche holistique apporte clarté et sécurité. Et je vous invite évidemment aussi de faire appel soit à nous, soit aux personnes, à vos personnes de confiance pour apporter, pour trouver cette clarté et cette sécurité pour vous-même, mais aussi pour les chers qui vous entourent, à savoir votre famille. Voilà. Maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions qui seront posées en live ou est-ce que toutes les questions arrivent par écrit? Est-ce qu'il y a des remarques à ce niveau-là ou des questions auxquelles je peux répondre?
Monsieur Spielmann, merci beaucoup pour cette présentation qui était très claire. Je pense aussi que c'est pour cette raison qu'on a assez peu de questions. Moi, j'en aurais une de mon côté. Est-ce que finalement, lorsqu'on parle de prévoyance, il est correct de dire qu'il faut surtout pas investir dans la prévoyance, mettre tous les œufs dans le même panier, mais plutôt dans différents paniers et dans beaucoup de paniers différents pour s'assurer, pour assurer notre avenir en fait, et puis aussi que ça soit au mieux et que ça nous rapporte le plus possible. Alors, merci déjà pour cette question. Et c'est vrai qu'il y a deux aspects. Un aspect, évidemment, est de diversifier, de réduire aussi un petit peu les risques de contrepartie. Donc, évidemment, oui, ça fait du sens d'investir et d'accumuler des avoirs dans des pots différents. Et comme nous l'avons vu, c'est très avantageux aussi comment dire, de multiplier les récipients de prévoyance pour le jour où vous voulez retirer ces avoirs. Donc, ça vous donne justement la possibilité d'échelonner les retraits en capital une fois que vous allez arriver à la pré-retraite ou à la retraite. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a Angelo qui lève la main. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Salut Alex. Buongiorno Angelo. Voilà, j'ai une question là à propos des rachats et du blocage. Tu avais montré à un certain moment que si on est à 3 ans de la retraite, on ne peut plus retirer, c'est les fameux 3 ans de rachat. Mais si je n'ai jamais fait de rachat jusqu'à 62 ans, par exemple, est-ce que pour des questions fiscales, est-ce que je n'ai pas intérêt quand même à faire un rachat qui reste? Donc, quand je vais arriver à mes 65 ans, j'ai cet avantage-là. Donc, c'est clair que si j'ai fait, par exemple, un rachat à 61 ans, pendant 3 ans, c'est bloqué, je ne peux pas le... Mais si j'en ai pas fait, ou plutôt des nouveaux, il y a les fameux 3 ans de blocage. Bon, j'arrive à 62 ans, il me reste plus que 3 ans avant la retraite, mais est-ce que je peux quand même en faire? Parce que ça me touche personnellement. J'ai ce problème maintenant encore. Oui. Alors, comme j'ai évité de faire un rachat, évidemment, les impôts sont venus, m'ont dit, bon, ben voilà, quoi. Voilà. Alors, pour cette question-là, je te conseille de prendre contact avec l'institution de prévoyance à laquelle tu es affilié. Donc, parce que souvent, c'est statué dans les règlements de la caisse en question et pas toutes les caisses n'abordent cette question de la même façon. Donc, parfois, c'est individuel. Il y en a qui sont plus... où les règlements sont plus à la lettre, je dirais, et d'autres sont un petit peu plus flexibles. Tout dépend finalement aussi si tu veux rester affilié à cette caisse au-delà de tes 65 ans, donc l'âge officiel de la retraite, parce que si tu travailles plus longtemps, que tu restes affilié plus longtemps, évidemment, tu augmentes de nouveau l'horizon et ça te permettra, suivant la caisse à laquelle tu es affilié, éventuellement de faire un rachat même à 62 ou 63 ans. D'accord, merci. Bon, je pense que le rachat est toujours possible. C'est le retire qui va être difficile, ou bien, comme tu as très bien dit, à un certain moment, si je dois choisir entre capital ou retraite. Voilà. Exactement. Très bien. Merci, Alex. De rien. Et bonne journée. À toi aussi, merci. J'ai une autre question. Quand est-ce le meilleur moment pour se pencher sur la question de sa prévoyance? Y a-t-il un moment où c'est trop tard? Et puis après, j'aurai une suite de questions aussi. Alors, moi, je pense que c'est jamais trop tard. La marge de manœuvre se réduit, évidemment, plus on devient âgé. Il est vrai que les jeunes, souvent, négligent la question. Ils préfèrent avoir un peu plus de salaire et avoir à cotiser moins dans la prévoyance. Mais je pense qu'aujourd'hui, aussi, à cause du fait que la question de la prévoyance est devenue un sujet assez dominant aussi au niveau des médias, même les personnes plus jeunes se rendent compte qu'il y a à faire. Donc, moi, je pense qu'il n'est jamais trop tôt pour s'y intéresser. L'âge, je dirais, moyen où les gens aujourd'hui en Suisse commencent à s'intéresser à leur prévoyance, c'est 45 et plus. Et à cet âge-là, évidemment, c'est jamais trop tard.
Alors voilà, la suite de la question, c'était quelles sont les recommandations aux jeunes qui ne se soucient encore que peu de leur retraite et qui sont plutôt dans une situation où ils ont besoin de cash? Donc, pour les jeunes qui se font employer quelque part, peut-être aussi dans leur premier ou deuxième emploi, leur possibilité d'influencer sur le deuxième pilier est relativement restreinte. Par contre, il reste le troisième pilier et je pense que même un jeune, 25-30 ans, devrait avoir la possibilité de verser un troisième pilier, donc un montant maximum ou même moindre dans un troisième pilier, parce que nous l'avons vu sur la longue, sur la durée, ça peut constituer des avoirs de prévoyance considérables. Et évidemment, plus on commence tôt, et si c'est fait d'une manière, disons, investie et pas seulement sur la base des intérêts versés dans un compte de troisième pilier, ça vaut définitivement la peine. Donc, j'encourage vraiment toute personne qui commence sa vie professionnelle à partir du moment où elle touche un salaire ABS, de commencer à constituer un troisième pilier. Merci. La question suivante, lorsqu'on doit d'abord rembourser des retraits faits pour accès à la propriété, ces remboursements sont-ils déductibles du revenu imposable? Les remboursements, vous posez une colle, je crois. Non, les remboursements ne sont pas déductibles. Ce qui sera déductible, évidemment, c'est le rachat que vous pouvez faire ensuite dans la caisse de pension. Mais le remboursement d'un retrait n'est pas déductible des impôts. Merci. Et puis, par rapport au troisième pilier, il y en a beaucoup qui sont disponibles. Quel est le meilleur moyen de choisir le meilleur troisième pilier? Il y a pas mal, notamment maintenant dans les troisième piliers digitaux, il y a aussi des portails de comparaison, il y a plein de possibilités, plein d'informations aussi en ligne qui vous permettent finalement de choisir le bon. Moi, je pense que ça vaut la peine aussi de parler avec les prestataires qui offrent cette possibilité ou qui offrent ces solutions de troisième pilier, parce que ça vous donnera peut-être aussi un petit peu un sentiment plus ou moins à l'aise avec les personnes concernées. Merci beaucoup. Je vous en prie. Une prochaine question. S'il n'est pas possible de racheter du deuxième pilier pour cause de salaire trop bas ou voilà, une caisse de pension qui ne le permet pas, que le troisième pilier est déjà existant, qu'est-ce qu'il existe comme autre système de prévoyance? Ou en existe-t-il? À ma connaissance, non. Bon, il y a évidemment, on peut prévoir de manière privée aussi avec sa fortune libre. Hein. Donc, la prévoyance ne se limite pas aux avoirs de prévoyance. Donc, ce n'est pas uniquement le premier, deuxième, troisième pilier, mais aussi la fortune libre. Donc, constituer des réserves sur la base, sur des composantes salariales qu'on ne dépense pas, fait aussi partie de la prévoyance. Mais cette prévoyance, évidemment, là de nouveau, c'est important de ne pas peut-être juste laisser dormir cet argent sur un compte rémunéré à 0,1% ou même doté d'intérêts négatifs, mais de l'investir et de l'investir en fonction de son profil de risque et de son appétit de risque. Merci. De mon côté, je n'ai pas reçu d'autres questions. Est-ce que nos participants auraient des questions qu'ils veulent poser en direct? Si ce n'est pas le cas aussi. Alors j'aurais juste encore une question. Oui, bien sûr. Bien sûr. Pour les étudiants à HEC qui veulent se spécialiser dans la prévoyance, quelles sont les matières qu'ils doivent maîtriser? La prévoyance, alors, je pense que la prévoyance a différents aspects. Donc, si vous prenez la prévoyance d'un point de vue technique, il faut être bon en maths, hein, parce que si vous voulez devenir actuaire et si vous ne maîtrisez pas vos chiffres, ce n'est pas une bonne idée.
En revanche, si vous voulez vous spécialiser dans la prévoyance plutôt dans le conseil, dans une approche plus globale du sujet, oui, il faut être à l'aise avec les chiffres, évidemment. Il faut comprendre aussi l'interaction entre les différents sujets comme la prévoyance, les impôts. Il y a souvent aussi des aspects juridiques, comme nous l'avons vu aussi au cours de cette présentation. Moi, je pense que la prévoyance ne s'apprend pas à l'université. Je pense que la prévoyance s'apprend dans des cours particuliers, dans les écoles qui relatives vraiment à la question de la prévoyance. Et moi, je suis juriste à la base, j'ai appris la prévoyance au travail. Donc, en m'entourant de collègues qui étaient bons en la matière, évidemment en suivant des cours sur divers thèmes de la prévoyance. Mais je pense que l'université ne fait que poser une base. Évidemment, des études en sciences économiques sont une très bonne voie aussi pour la prévoyance professionnelle. Mais la prévoyance en tant que telle ne s'apprend pas à l'université. Oui, donc il y a ce master en actuariat d'ailleurs qui existe à l'université, mais après il faut aussi de la pratique, comme vous le dites. Il faut de la pratique, exactement. Mais si vous êtes à l'aise avec les chiffres, ça aide. Merci beaucoup, Monsieur Spielmann. Donc, de mon côté, il n'y a plus de questions. D'accord. Je ne sais pas si ça se voit comme ça, mais je vous invite volontiers de peut-être noter mon courriel ou mon numéro de téléphone direct. Donc, si quelqu'un voudrait poser des questions par après, avoir un entretien peut-être plus en privé aussi sur les aspects de la prévoyance, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je suis là volontiers aussi là pour répondre à vos questions. Je vais arrêter le partage de votre écran, comme ça on verra en plus grand votre… D'accord. Voilà. Voilà. Monsieur Spielmann, merci beaucoup. J'ai mis sur le chat votre lien LinkedIn, qui est peut-être aussi le plus facile pour vous atteindre si on n'a pas pu noter votre email. Mm-hmm. Donc un très grand merci à vous, à Vontobel. Mon but n'est pas de faire que de la publicité, mais c'est vrai que si ça vous intéresse, le produit Vol 3A est à disposition à un prix spécial pour nos membres. Donc n'hésitez pas. Voilà. Cela étant dit, je profite juste de vous annoncer notre prochaine conférence qui aura lieu le 25 novembre, c'est un jeudi, au format hybride, c'est-à-dire en présentiel à l'Hôtel de la Paix à Lausanne et aussi sur Zoom. Et Vincent Blanc viendra nous parler de la santé en entreprise et plus précisément des secret des collaborateurs ayant gardé le plaisir de travailler malgré toute la pression et le contexte un peu compliqué, en particulier ces dernières années, mais pas que. Donc voilà, vous pouvez sans autre vous inscrire sur notre site web comme vous avez fait pour le webinaire d'aujourd'hui. Et je vous mets juste, vous trouverez tout ça sur notre agenda. On a plusieurs événements after work, dont à Zurich, à Genève et des différentes conférences, une visite d'entreprise en mars. Voilà, l'agenda s'étoffe de plus en plus pour l'année prochaine. Donc, prenez note, participez et on se réjouit de vous voir en présentiel quand possible. Donc, cela dit, moi, je vous remercie de tout cœur d'avoir été avec nous et je vous souhaite une très bonne continuation de journée et à bientôt. Merci pour l'invitation et merci pour l'intérêt. Excellente journée. Merci bien.